Bienvenue à toi, très content de te recevoir. Aujourd'hui, on va parler de Lego Roi, de Je m'en foutisme. On est dans un nouveau décor, un nouveau setup. Vidéo beaucoup plus naturelle et beaucoup plus fluide et surtout beaucoup moins de montage que la vidéo précédente, mais je pense que c'est pas plus mal. Donc pour contextualiser, pourquoi je parle de Lego Roi et le Je m'en foutisme. Alors je vais expliquer très simplement ce que c'est pour commencer. Lego Roi, c'est vraiment le cœur du problème, c'est l'enracinement, c'est ce qui est le plus profond. Et ça va être beaucoup plus difficile de s'en débarrasser, alors que le je m'en foutisme, c'est plus les symptômes et que les gaurois, c'est la maladie. Donc, pour commencer, je vais essayer de dresser un plan pour que lorsque j'ai mes points, tu puisses comprendre, ah tiens, il y a tel prénom dans mon entourage qui me vient à l'esprit. Le portrait, ça peut être des personnes qui ont tendance à valoriser leur propre opinion au détriment des autres, ils ont tendance à se considérer au-dessus. Par exemple, sur leurs aspirations, ça peut être des personnes qui rêvent rapidement et facilement du succès. Ils peuvent mépriser les parcours traditionnels en jugeant que leur talent naturel sera suffisamment efficace. Ça peut être également des personnes qui ont tendance à juger le parcours traditionnel comme inadapté ou bien des profs injustes et donc qui remettent sur des causes extérieures leur propre échec. Ça, c'était un petit portrait, mais on va rentrer beaucoup plus dans le détail, notamment un peu plus loin quand on va parler de l'ego roi. Mais c'est important de comprendre la première couche pour ensuite avoir une vue d'ensemble. Pour comprendre leurs symptômes, il faut admettre que s'en foutre de tout, c'est avant tout s'en foutre de soi-même. Et ces personnes-là, ils font comme un renforcement très auto-centré, très centriste sur eux, et ils essaient de ne pas projeter leur souffrance, ils ne sont pas dans l'anticipation de la souffrance, et surtout ils essaient d'avoir la main mise sur leurs propres sentiments. Alors il peut y avoir quelques causes qui sont justes, mais ça a des limites. Moi justement je suis partisan de ces limites, où le problème de ça c'est qu'il faut comprendre que l'humain est fondamentalement biaisé par nature, et qu'il n'a pas la tendance à vouloir la meilleure chose pour lui dans un environnement et dans la situation donnée. Donc en fonction de ça, si on essaie de couper les valves de ce qu'on est censé ressentir ou non, il y a comme une apesanteur autour d'eux qui se crée et on s'en retrouve très obstrué par la philosophie je m'en foutiste. Et on arrive même à considérer autrui, si tu ne fais pas la même chose que moi, c'est que tu as tort, c'est que tu devrais faire la même chose que moi, tu devrais au moins t'en inspirer. Et si tu n'essayes pas de faire la même chose ou au moins copier ce que je fais, bah c'est que fondamentalement tu as tort et moi j'ai raison. Et même je suis dans le biais de confirmation et ça me pousse à rester où est-ce que je suis et à faire ce que je fais. Le problème de ces personnes-là, c'est que justement quand tu essayes d'émettre certaines précisions dans leur situation ou bien dans leur personnalité, ils vont tout de suite essayer de se défendre. C'est normal, on essaie tous de se défendre lorsque on veut nous admettre des faiblesses, etc. dans notre discours, dans notre logique, dans notre discours logique. Petite dédicace à Henri Laborie que je suis en train de lire et ce sera l'objet de la prochaine vidéo où il parle énormément du discours logique, mais qui n'est en réalité que la marionnette de l'inconscient et de nos motivations pulsionnelles. Bref, j'en dis pas plus. Donc ces personnes-là, ils ont comme une maladie où justement lorsque tu leur dis leurs symptômes, parce que là on parle du je m'en foutisme, et quand on essaye justement de pointer leur incohérence, eh ben, ils essaient de s'en défendre, donc ça c'est naturel, d'accord, mais c'est surtout qu'ils vont essayer de prendre le blason de l'anticonformisme ou bien de la révolte, mais en réalité c'est qu'un tic qui te met en mur, tic tac, tes jours sont comptés, alors pourquoi ne pas faire ce que je veux en dépit de tout le reste? Et ils essayent en quelque sorte d'enlever leurs chaînes, des chaînes par exemple pour, on va dire, sortir des sentiers battus, pour se détacher d'un ensemble de règles qui leur est dite supérieure à eux. Ça peut être par exemple la cohésion sociale où si tu ne respectes pas cette sorte d'engrenage, et bah, tu es très vite marginalisé, tu dois être mis sur le côté de la société. Alors c'est vrai que le portrait que je suis en train de dresser, il n'est pas très amélioratif, mais en réalité si je suis aussi dur avec eux, c'est parce que je suis passé par là. Évidemment, si j'en parle, c'est que j'ai une certaine corrélation avec mon sujet. C'est pas, on n'est pas dans le monde des idées. Et j'en suis arrivé à la conclusion où en fait le meilleur moyen de s'engager, c'est bien de se désengager en premier lieu. Et ensuite, tu peux te concentrer après t'être désengagé à avoir fait le point sur toi, avoir été entre guillemets dans la zone d'erreur, parce que plus tu es dans l'inconfort, plus tu es dans la zone d'erreur, plus tes mécanismes, on va dire intellectuels, ils sont faussés, obstrués, plus tu as la possibilité de faire ta marge de progression. Évidemment, si tu fais un 100 mètres et tu pars au 80e mètre, bah, tu arriveras beaucoup plus vite au centième. Donc si tu es à 5-10, tu as une belle marge de progression. Donc comme je le disais, ces personnes, ils ont comme dans leurs mains comme un feu. On va prendre la symbolique par exemple de Prométhée lorsqu'il vole le feu aux dieux pour le donner aux hommes. Et ce feu, c'est justement le symbole de construction, mais également de destruction. Et ils essayent justement en quelque sorte de modeler leur destin, modeler leur jugement. Ils essayent d'élargir leur vision du monde. Ils essaient de porter un regard nouveau sur le monde où, il me semble, il y a une citation qui disait, lorsque tu pars en voyage, le but n'est pas de voir de nouveaux paysages, mais de voir avec de nouveaux yeux.
Et c'est en quelque sorte la démarche. Et cette démarche, elle est accompagnée par une illusion salvatrice où forcément il faut un idéal, forcément il faut être accompagné de quelque chose, sinon il y a comme une dissonance cognitive où si t'es pas suivi ou si t'es pas animé par quelque chose, bah là tout de suite on tombe dans l'absurde. Et l'absurde c'est quelque chose de très dur psychologiquement à admettre pour l'humain, donc on a tout le temps, on a toujours besoin d'être dirigé vers un endroit. Maintenant qu'on a vu le je m'en foutisme, ou pour conclure très rapidement le je m'en foutisme, ça peut être des gens qui font preuve de mauvaise foi. L'avatar type, ça peut être environ allez, 13 ans, 25 ans, parce que c'est là où en général la stupidité elle est toujours la plus présente. Et c'est pas quelque chose d'irrémédiable. Par contre, à l'inverse de l'ego roi, là c'est quelque chose de beaucoup plus enraciné, où comme disait Simone Veil, il me semble, tout ce qui déracine, dans tout ce qui a été déraciné, déracine, et on va voir qu'en réalité, il y a plusieurs choses à reprendre dans son discours, dans le raisonnement de cette citation. Alors, l'ego roi, vu que c'est beaucoup plus profond, c'est beaucoup plus une maladie, ça peut prendre forme sous plusieurs choses. Ça peut être une idolâtrie parentale, ça peut être une frustration face aux critiques, donc ça doit passer par une réintroduction des limites justement dans un monde qui prône l'illimité. Et ça cause une culture d'image et souvent se poudrer avec une sorte de méritocratie où en général on a tendance à se considérer supérieur aux événements, c'est-à-dire on aura tendance à réussir, on a tendance à faire un biais de projection et penser qu'on va réussir beaucoup plus vite et que surtout on a certains avantages qu'on sera plus amène à réussir. Mais en réalité, la méritocratie, personnellement, c'est quelque chose que je gobe pas du tout. Quiconque a vraiment été dans la boue et qui a eu besoin de travailler 15 heures par jour, sait qu'on s'en sort pas tout seul à moins d'être une anomalie statistique. Donc le biais de l'autodidacte et le biais d'autocomplaisance à penser que je vais y arriver tout seul, je pense que c'est qu'une illusion. Concrètement, c'est qu'une illusion. Et pourquoi c'est qu'une illusion? Parce que déjà, ces personnes-là qui sont fans de la méritocratie, en général, ils sont fans de l'entrepreneuriat, en général, ils sont fans du modèle américain, winner take all, c'est l'américanisation. Et ils ont tendance à avoir des patterns de réussite là où par exemple le hasard a eu un énorme effet de causalité. Ils ont aussi tendance à nier les inégalités structurelles. Par exemple, si toi et moi on ne fait pas partie du petit Paris, ben, on va avoir des grosses difficultés à faire la reproduction sociale comme eux ils sont en train de le faire. Mais en même temps, c'est compréhensible parce que si on se dit j'ai vraiment mon destin entre mes mains, bah, à quel point c'est culpabilisant et stressant de se dire bah, tout ce que je vais faire ça va dépendre de moi. Donc vraiment ça peut nous angoisser au niveau du futur. Mais méthode compensatrice à ça, non, je vais y arriver parce que je possède quelque chose que les autres n'ont pas, donc ça peut être la carte bleue de maman. Je possède plus d'informations que les autres, donc j'ai un avantage informationnel par rapport aux autres. Ou bien je suis prêt à travailler plus que les autres, donc ça va marcher. Donc ça, c'est plus le mécanisme de la méritocratie. Mais bref, en même temps, je suis obligé d'en parler parce que c'est un symptôme en général de l'individu égo-roi, bien porteur, qui bombe le torse et qui va avoir souvent tendance à vouloir, c'est-à-dire faire la reproduction sociale, mais ensuite essayer de restituer les dominances hiérarchiques, c'est-à-dire perpétuellement continuer à assouvir ce qui sépare par exemple le bourgeois très aisé à, on va dire, la personne lambda, le citoyen lambda. Ça, c'est un petit peu caricaturé, surtout avec mon mode de pensée contemporain où voilà, on est au 21e siècle. Mais il faut aussi faire le constat, essayer d'analyser avec un peu plus de recul. Et pour moi, vraiment, l'inversement de tendance, il s'est produit, allez, début 20e siècle, lorsque pour moi la société elle est passée de sociocentrique, c'est-à-dire qu'elle fait passer le collectif en premier et ensuite c'est l'individu qui est récompensé, à individualiste où c'est la société qui place l'individu en premier au centre et ensuite c'est le collectif. Et pour moi ça c'est que du rejet, du pourri, de la carne. En fait, c'est l'épicentre du pourri et à l'opposé de l'épicentre se trouve l'acceptation ultime. Alors, c'est pas l'acceptation ultime, accepter n'importe quoi, mais plutôt accepter ce qui nous individualise dans l'univers. En fait, ce que je dis, c'est très lié à la souffrance, où j'ai l'impression qu'on nous vend en permanence une sorte de bonheur obligatoire, où par exemple chaque échec doit être une remise en question existentielle, où chaque jour ça doit être une audition, prouver notre droit pour pouvoir exister. En fait, on est comme devenus des hamsters dans la roue de l'exceptionnalité, et on est davantage concentré sur le bilan que plutôt l'expérience. Donc on en vient à se dire, mais en fait, on a quelle métrique pour mesurer la souffrance? Par exemple, comment je sais que je souffre plus que mon voisin? Alors je ne parle pas physiquement ou biologiquement, on porte atteinte à son intégrité physique, non, mais plutôt comment l'esprit le perçoit. Ou comment je sais par exemple que le Christ, il a plus souffert que quiconque. Ou en fait, on se sent tous soit plus intelligents, soit plus beaux, ou alors au contraire, on est dans le biais de négativité, où on se sent on se mineur soi-même, donc du coup il y a une haine envers les autres qui se dégage. Mais bref, on a surtout l'impression que en fait, notre source de désespoir, elle est inépuisable, elle est plus profonde, et du coup chacun restera avec sa propre souffrance.
de manière quasiment illimitée. Ce qui peut être justement une réponse à la construction de l'ego, car c'est un mécanisme de défense tout simplement. Et justement sur la souffrance, ça peut contribuer à la construction du mécanisme de l'ego, parce que c'est comme un bouclier pour se protéger. Et en même temps, la souffrance, c'est normal qu'on apporte énormément de crédit dessus, parce que c'est une valeur refuge, ça permet de comprendre et surtout de justifier si ce que nous ressentons est valable ou non. Évidemment, parler de la souffrance, c'est extrêmement important et c'est un critère majeur justement dans l'ego roi et le je m'en foutisme parce que ça reste un effet de levier, c'est un mécanisme qui joue son importance. Après, c'est compliqué, la frontière elle est floue. Ça peut être par exemple un manque au niveau de l'éducation où on nous donne globalement une armoire à valeur et en fait on essaie de piocher dedans et en fonction de ça on est gratifié ou non au point de vue de la société. Ça peut être un manque de QI parce qu'un manque de considération soit pour son intelligence, soit pour l'environnement, soit pour autrui, soit pour ses projets professionnels, où sa vision n'est pas assez claire, elle n'est pas assez détaillée, elle n'est pas assez holistique, bah forcément l'échec, ou en tout cas l'interprétation qu'on a de l'échec, il sera beaucoup plus probable. Le pire, c'est que quand on manque de QI, bah, on ne s'en rend pas toujours compte, juste on le ressent, mais il n'y a rien de plus horrible de ressentir sans comprendre. Donc je pense que ça fait pas mal, c'est pas mal pour une vidéo sans montage, pour une deuxième, enfin en tout cas première vidéo sans montage. Dites-moi si vous avez aimé le concept où je suis un peu plus fluide. C'est un peu plus la pensée qui parle tout en gardant la pertinence, que j'essaie vraiment de garder la pertinence. Évidemment, je ne suis pas venu les mains dans les poches. J'ai quand même écrit un petit peu, j'ai entre guillemets brainstormé plusieurs idées. D'ailleurs, ça me fait penser que paradoxalement, vous voyez ce livre où si vous ne connaissez pas ce livre, c'est L'art subtil d'en avoir rien à faire, même si c'est un gros mot. Mais bon, c'est jamais pour la censure de YouTube. Alors, c'est juste un cliché marketing, c'est juste plein de concepts de développement personnel regroupés dans un seul livre. C'est pas mal, mais bon, c'est pour quelqu'un qui découvre un petit peu le développement personnel et qui globalement n'a pas vraiment de boussole dans sa vie. Mais je vous laisse quand même admirer le paradoxe, l'art d'en avoir rien à faire et regardez comment la couverture elle est détruite. Pourtant, ça me ressemble pas, hein. C'est juste peut-être que j'ai été le bon propriétaire lorsque je l'ai acheté. Je l'ai acheté, il me semble, il y a 1 ou 2 ans. Je pense que tout homme qui se respecte lui-même, il est obligé de lire et par la suite peut-être essayer de laisser une biographie. D'ailleurs, en biographie, ça me fait penser où la première partie de l'éloge de la fuite de Henri Laborie, il parle justement sur son autoportrait et à quel point techniquement ça peut ne pas être plus ou moins possible de faire son autoportrait. Donc je le laisserai plus parler à ma place et c'est d'ailleurs l'objet de la prochaine vidéo, il me semble que je l'ai dit plus loin, enfin plus tôt dans la vidéo. On va parler de l'éloge de la fuite et plus particulièrement 2 chapitres. On va parler sur le travail et sur la politique parce que c'est 2 chapitres où j'ai beaucoup aimé. Après, si le concept vous plaira, parce que je parle au futur, parce que moi, je ne l'ai pas encore tourné, mais si ce concept, vous allez potentiellement l'aimer, il y a d'autres thèmes, donc on pourra parler de la liberté, on pourra parler de l'enfance, on pourra parler de la vie quotidienne, parce que tout ça, c'est des chapitres qu'il aborde. Et c'était très intéressant. En tout cas, j'ai beaucoup aimé cette vidéo. Donc merci à vous de l'avoir regardée. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et pour petite conclusion, j'aimerais quand même ajouter pour cette vidéo que le but de cette vidéo, c'était vraiment d'ajouter des dimensions à notre esprit, vraiment de créer un paradoxe, plusieurs paradoxes dans notre esprit, et qu'en fait, on oscille tous entre l'hypersensibilité et la nonchalance, donc paria princesse, ou bien l'ego roi, le je m'en foutisme, mais on va dire, quelle partie de toi-même, quelle version de toi-même tu veux refléter dans un monde qui oscille entre ces 2 extrêmes. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu. Prends soin de toi. À bientôt.